Bonjour et bienvenue dans ce deuxième hors-série de Secrets de scénaristes. La Guilde des scénaristes, pour rappel, c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. Et aujourd'hui, nous recevons le scénariste et script doctor Yves Lavandier, auteur du livre La dramaturgie, bien connu des scénaristes, et il va venir nous parler de sa vision de l'art et l'artisanat du scénario. Yves Lavandier est l'un des premiers à avoir importé en France l'art de la dramaturgie, à la manière des anglo-saxons, en écrivant plusieurs livres qui sont devenus des véritables références pour des scénaristes, comme la dramaturgie, construire un récit et évaluer un scénario. Bonjour Yves et merci d'être venu nous voir à la Guilde française des scénaristes à Paris. Depuis les années 90, en France, tes ouvrages sur l'art et l'artisanat du scénario sont devenus des véritables références pour beaucoup de gens. Mais avant de rentrer dans les rouages de la dramaturgie, je voudrais d'abord revenir sur ton parcours et savoir comment tu es devenu scénariste et script doctor. En fait, j'étais cinéphile quand j'étais adolescent et je faisais des études scientifiques. Je me destinais à l'architecture, aux travaux publics, quelque chose comme ça. Et puis vers... je pense 19 ans, donc on est en 78, j'ai décidé, j'ai eu envie de devenir cinéaste, voilà, de faire du cinéma. Et comme je pense que le cinéma ça s'apprend, comme toutes les activités humaines, j'ai cherché une école. Et à l'époque, en 78-79, je continuais à faire des études d'ingénieur. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles de cinéma en France, il y avait l'IDEC, mais qui avait une très mauvaise réputation, qui avait la réputation de faire plus de la politique que du cinéma. Et l'IDEC est devenue en 86 la FEMIS. La FEMIS a été construite sur les ruines de l'IDEC. Ou sur l'IDEC s'est arrêté au milieu des années 80. Mais en 79-80, il y avait l'IDEC. Et puis, il y avait ce qu'on appelle Louis Lumière, ce qui est une école de formation, mais très technique, qui forme des chefs opérateurs, des directeurs de la photographie, des ingénieurs du son, etc. J'ai passé le concours de Louis Lumière, je l'ai eu, mais bon, c'était quand même très technique, ça me disait moyennement. Et j'ai eu l'idée d'aller apprendre, parce qu'encore une fois, pour moi, le cinéma, tout s'apprend, la musique, le tennis, la pâtisserie, l'ébénisterie s'apprennent, donc pourquoi pas le cinéma. J'ai eu l'idée de postuler dans une université américaine, une école de cinéma aux États-Unis. J'ai présenté les plus grosses parce que j'avais pas envie de me retrouver au fin fond du Texas, et Columbia University à New York m'a accepté. Et donc je suis allé faire, donc là on est en 83, je suis allé faire 2 ans d'études de cinéma à New York, à Columbia University, où j'ai passé 2 des plus belles années de ma vie. Enfin c'était... déjà j'adore l'anglais, mais je découvrais New York, et puis je faisais enfin ce qui me passionnait, quoi. Donc c'était... et puis j'ai appris en 2 ans, j'ai appris des milliers de choses sur le cinéma, sur la direction d'acteurs. J'avais Brad Dourif comme prof, Miloš Forman aussi, bon, sauf que Miloš Forman, immense artiste, hein. D'ailleurs plusieurs de ses films faisaient déjà partie de mon panthéon, mais je suis au regret de dire que c'était pas un très bon pédagogue. Mais les 2 plus grands profs que j'ai eus s'appelaient František Daniel et Stefan Scharff. L'un en langage filmique, Stefan Scharff en langage filmique, et František Daniel en scénario. Et j'ai appris des milliers de choses sur le scénario. Je reviens en 85 en France, et je commence à travailler, je fais un dernier court-métrage, j'ai fait une petite dizaine de courts-métrages, j'écume quelques festivals, et puis je commence à proposer mes services à droite à gauche. Et assez vite, au bout d'un an et demi, j'ai trouvé du boulot comme scénariste, mais du travail de commande en fait. Soit télé, j'ai écrit 2 soaps pour Tel France, soit collaboration, j'ai écrit un scénario avec Jean-Paul Salomé, j'ai adapté une nouvelle de Auguste Le Breton, je crois, pour Francis Weber à l'époque.
qui devait la réaliser. Bon, finalement, ce sont deux projets qui ne sont pas faits. Mais j'ai commencé à travailler comme scénariste. Et puis en 87, quelqu'un me dit, quelqu'un avait dû, je dois avoir dans ma façon de m'exprimer un côté pédagogue ou peut-être même donneur de leçons. Et donc quelqu'un m'a dit, tu devrais donner des cours. Bing, la graine était plantée. Et en 87, j'ai lancé mes premiers ateliers d'écriture à Paris, donc sur le modèle de ce que j'avais suivi aux États-Unis, en fait, à Columbia. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que tu as appris vraiment de plus important aux États-Unis lors de ton séjour là-bas? Tellement de choses. Le fait qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. Que l'écriture, et même le cinéma, et les arts en général, ce sont des tangos, ça se fait à deux, il y a le créateur et le récepteur. J'ai appris que le cinéma se faisait à plusieurs. Ouais. C'était un art de collaboration avant de découvrir le code de la propriété intellectuelle de notre pays qui clairement stipule que le cinéma est un art de collaboration, mais je l'ai constaté en faisant des films. En fait, on nous faisait faire... je te parlais de Brad Dourif, le comédien, hein, le type qui joue Billy Bibi dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a joué ensuite un méchant dans Le Seigneur des Anneaux, enfin il a joué qui jouait dans Le Malin, le film réalisé par John Huston, d'après Flannery O'Connor, etc. Et Brad Dourif nous disait, même si vous ne serez jamais comédien, nous vous demandons, pendant ces 2 années d'études, nous vous demandons de jouer dans au moins un court-métrage de l'un de vos camarades. Et il nous donnait des cours d'art dramatique, enfin ce qu'on appelle l'art dramatique, c'est-à-dire le jeu du comédien. Et j'ai joué dans beaucoup plus qu'un seul court-métrage, parce que j'adorais ça, et j'ai appris plein de choses sur l'art du comédien aussi. Parce que leur propos, c'était de dire le meilleur moyen de diriger les comédiens, c'est de savoir, de se mettre à leur place et de savoir ce dont ils ont besoin pour être dirigés. Voilà, donc j'ai appris plein de choses. J'ai appris sur le langage filmique, j'ai appris sur le scénario. Et quand, en 87, j'ai lancé ces ateliers, j'ai repris le principe de ce que j'avais suivi là-bas. Je l'ai un peu adapté à ma sauce, j'ai lu des bouquins, en particulier un livre qui nous était recommandé à Columbia qui s'appelle Dramatic Construction, un livre de 72 d'Edouard Mablet qui est vraiment la base de mon apprentissage. Et puis je faisais bien entendu, donc j'ai animé des ateliers d'écriture où je faisais écrire les auteurs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc je leur demandais d'écrire des scènes, d'écrire des courts, un long, etc. Mais il y avait dans mon atelier, il y avait une petite partie théorique avec les principaux outils, le conflit, les obstacles, la caractérisation, l'ironie dramatique, etc., la préparation. Et je leur faisais analyser des œuvres du répertoire, grandes œuvres du répertoire, des pièces, des films, des BD, etc. Et un jour, assez vite d'ailleurs, genre novembre 87, l'un de mes élèves me dit « Est-ce que tu pourrais pas mettre tes notes de cours au propre ?» C'est ce que j'ai fait, et ça a donné 8 pages, à peu près, tu vois, ce format-là, 8 pages ça a donné le début de la dramaturgie, en fait. D'accord. Ton premier ouvrage, la dramaturgie. Oui, parce qu'en fait, ces 8 pages polycopiées, imprimées avec les imprimantes à aiguille matricielles de l'époque, c'est la base de la dramaturgie. C'est-à-dire, elles sont épaissies au fil de mes ateliers, de mon écriture, parce que je continuais à écrire comme scénariste, et puis de mes sorties culturelles. Et puis voilà, et puis ça s'est épaissi, et en 92 à peu près, j'ai dépassé 100 pages et je me suis dit, je pense que j'ai un bouquin, je tiens un livre en fait. Ouais. Et c'est devenu la dramaturgie. En 94. Et justement, qu'est-ce que l'art de la dramaturgie, selon toi ?
Alors, le mot dramaturgie a plusieurs sens, mais dans ma définition, la dramaturgie, c'est l'imitation d'une action humaine. Drama, c'est action, l'imitation d'une action humaine. Maintenant, au sens, donc, la dramaturgie, c'est les arts de la dramaturgie, c'est tous les arts qui donnent à voir une action humaine, donc théâtre, cinéma, bande dessinée, télévision. Par opposition à la littérature qui donne à lire et non à voir et entendre. Maintenant, plus largement, pour moi, la dramaturgie, c'est... ça pourrait se réduire à un organisme vivant qui cherche à atteindre un but et dont le résultat est incertain. Je crois que c'est dans Construire un récit, je cite cette histoire très très belle que j'ai trouvée dans un documentaire du fils d'un instituteur alsacien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1940, l'Alsace a été récupérée par les Allemands et annexée à l'Allemagne, et l'Alsace-Lorraine. Et cet homme raconte que son père était donc instituteur, mais il n'était pas seulement dans une école alsacienne, mais il était aussi résistant. Et il utilisait le poste de radio de l'école pour écouter la BBC, régulièrement, en douce, tous les soirs. Et, très intéressant, son fils était dans sa classe. Donc le gamin, à l'époque, avait son propre père comme instituteur. Et puis un jour, c'est la classe, donc, arrive un inspecteur allemand, et on allume la radio. Et on entend des voix anglaises. Grand moment de flottement dans la classe, parce qu'en fait, le père avait oublié de changer la fréquence de la radio avant de l'éteindre la veille. Grand moment de flottement. Le père se dirige sur son fils, lui fout une baffe et lui dit « Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer avec cette radio. » Pour moi, il y a de la dramaturgie là-dedans. Il y a tout. C'est une histoire vraie. Donc on n'est pas dans une... On est dans une histoire, mais vraie. On n'est pas dans de la fiction. C'est une histoire vraie. Et il y a de tout. Il y a de la caractérisation, il y a du conflit, de l'ironie dramatique. On sait quelque chose que... parce qu'en plus, ils s'en sont sortis. Le père n'a pas été inquiété par... Ah oui, il a tout remis sur la faute de son fils. Parce que le fils a joué le jeu, en fait. Ouais. Bon. Voilà. Et des anecdotes comme ça, je peux t'en raconter des milliards. Donc, en fait, je raconte ça parce que pour élargir, en fait, je pense que la dramaturgie préexiste au théâtre et au cinéma. Et on en trouve dans la vie, on en trouve dans cette anecdote, comme dans des milliers de... Ouais. Et même, il y a même de la dramaturgie dans la vie des plantes, dans la vie des animaux, parce qu'ils vivent du conflit, parce qu'il y a des rapports de causalité dans leur vie, et parce que le résultat est incertain. Donc, quelque part, la dramaturgie, c'est aussi l'art d'observer les autres, d'observer les gens, d'observer la vie et d'y trouver du storytelling. Oui, bien sûr, oui. Notre travail consiste c'est principalement à dramatiser finalement, c'est créer du conflit, faire en sorte, mettre en scène du conflit, et du conflit incertain, du conflit dynamique, incertain, au résultat incertain, dans une situation quelle qu'elle soit. Ouais. Et alors toi, tu as été l'un des premiers en France à importer la notion le concept de script doctor. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un script doctor ? Alors le mot, qui a une petite consonance anglo-saxonne, en fait, curieusement, il a deux sens en France et aux États-Unis, et dans les pays anglo-saxons. En France, le script doctor, c'est un consultant qu'on fait intervenir sur un scénario de film, par exemple, ou de série, et qui le lit, dit ce qu'il en pense, fait un diagnostic, une analyse, et de temps en temps donne des idées d'ailleurs, d'amélioration, mais pas nécessairement, et confie la tâche de réécrire
aux auteurs d'origine. Ouais, c'est pas lui qui réécrit. C'est pas lui qui réécrit. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, le script doctor, c'est lui qui réécrit. Ah, d'accord. Il est co-scénariste, parfois dans l'ombre, parfois pas crédité, mais il fait un diagnostic aussi. Il lit la version qu'on lui donne, fait un diagnostic, peut-être en discute avec ses commanditaires, et ensuite réécrit. En fait, ce qui est assez curieux, c'est que la traduction anglaise de notre conception du script doctor en France, c'est pas script doctor, c'est script consultant, script analyst ou script expert. Enfin bon, peu importe, tout ça sont des mots. Ce qui compte, c'est que il y a deux activités. Il y a une activité d'analyste qu'on appelle script doctor en France, et une activité de réécrivain, de co-scénariste. Et voilà, selon, ça dépend comment on t'embauche en fait. Alors, je voudrais, avant de rentrer vraiment dans le détail de l'écriture, parler un petit peu du contexte culturel en France. Et par exemple, dans ton ouvrage Évaluer un scénario, tu expliques qu'il est parfois difficile d'être authentique quand on aborde un scénario parce qu'on subit, de façon peut-être des fois inconsciente, une intimidation culturelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu appelles intimidation culturelle ? Ben, c'est simple, il y a dans tous les domaines spirituels, politiques, sociaux, économiques, juridiques et en l'occurrence culturels, il y a des idéologies qui circulent. Et alors le propre des idéologies, c'est elles ont plusieurs caractéristiques, mais c'est d'abord de nier une partie du réel, puisqu'elles se construisent. En fait, l'idéologie, c'est le contraire de la démarche scientifique. Un scientifique qui se respecte, il observe le réel et il en déduit une théorie. En gros, il observe le territoire et il en déduit une carte. Alors que l'idéologue, qu'il soit religieux, politique, économique ou culturel, peu importe, c'est toujours le même principe, il fait l'inverse. Il s'imagine une carte et ensuite il la met à l'épreuve des faits. Bien entendu, ça ne marche jamais à 100%. Mais il essaye de tordre la réalité au profit tordre le territoire finalement au profit de sa carte. Et alors une autre caractéristique des idéologies, c'est parce qu'en fait, je pense que bon, peut-être que je suis idéologue moi aussi, mais j'ai pas le recul pour m'en rendre compte, donc c'est aux autres de me le dire. Mais j'essaye d'avoir une démarche scientifique dans mon travail. J'ai une formation scientifique et je pense que c'est plus souhaitable dans l'activité qui nous occupe. Mais une autre caractéristique des idéologues, c'est qu'ils veulent à tout prix convaincre les autres, tous les autres, convertir en fait tous les autres. Et je pense que c'est dû en gros à un manque de confiance en soi et donc une peur de la mort. Bon, pas trop de psychanalyse, mais en gros, convaincre les autres, c'est propager son idéologie, et dans le cas des idéologies culturelles, c'est à tout prix vouloir convaincre les autres que, par exemple, le seul auteur d'un film, c'est le réalisateur. Voilà, ça fait partie c'est une idéologie. Et c'est vrai qu'on est tous bombardés, en fait, de ces tentatives de conversion. Et bien, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, si tu t'imagines que la mise en scène peut sauver un mauvais scénario, ce qui est l'un des dogmes de la politique des auteurs, tu vas pas pouvoir faire du script doctoring correctement. C'est même pas la peine, puisque même pas la peine de corriger le scénario, puisque la mise en scène va le sauver. Bon. Voilà, donc il y a des dogmes comme ça qui nous encombrent, enfin qui encombrent plus certains que d'autres, et qui peuvent gêner l'activité du script doctor. Et ça, pour toi, donc c'est propre à la France surtout. Non, c'est universel. Ça. C'est universel. Universel et intemporel. Mais non, les religions, c'est pas propre à la France. Les idéologies politiques, non, ça c'est un phénomène. Mais cette notion d'auteur qui est uniquement le réalisateur du film. Alors ça c'est plus français, en effet. C'est plus français d'ailleurs.
évaluer un scénario, je cite plusieurs auteurs, Sidney Lumet, Vince Gilligan. Vince Gilligan, pour ceux qui nous écoutent, c'est le créateur de Breaking Bad. Sidney Lumet, je ne présente plus. Ken Loach, je ne présente pas non plus. Qui tire à boulet rouge sur la politique des auteurs. Et les Américains, à part quelques intellectuels locaux, mais globalement, les professionnels américains ont eu beaucoup de mal, et ont toujours beaucoup de mal à comprendre la politique des auteurs françaises. Parce que pour eux, c'est vraiment une carte qui ne correspond pas au territoire. C'est clairement un déni d'une partie de la réalité. Donc voilà, ils ne comprennent pas. Alors après, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle la politique des auteurs. Moi, je vois deux définitions possibles. Celle qui dit que le seul auteur d'un film, c'est le réalisateur. Bon, ça c'est non seulement faux, mais c'est illégal en France. Le Code de la propriété intellectuelle dit clairement, depuis 1957, qu'il y a plusieurs auteurs. Il y a même une phrase dans le Code de la propriété intellectuelle qui dit « sont considérés comme auteurs d'une œuvre réalisée en collaboration ». C'est marqué dans la loi française. « Réalisée en collaboration ». Et alors cette phrase, elle défrise les idiots utiles de la politique des auteurs, au point que parfois, quand ils reproduisent, il y a un type comme ça qui a écrit un bouquin récemment sur le cinéma, qui cite le Code de la propriété intellectuelle, il a enlevé cette phrase. Oh. T'imagines l'honnêteté, il enlève la phrase parce que tellement ça le choque, quoi. Réalisé en collaboration. Donc, certains pensent que la politique des auteurs, c'est le seul auteur, c'est le réalisateur. Bon. Mais ça, c'est quand même très excessif. Mais je pense que la plupart des tenants de la politique des auteurs considèrent que le principal auteur, c'est le réalisateur. Or, personnellement, je pense que le principal auteur, j'ai pas dit le seul, le principal, c'est le scénariste, ou le principal scénariste. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a, je pense qu'une bonne, alors ça c'est bien français, hein, pour le coup, tu me disais, ça c'est pas vraiment universel, même si on a exporté le modèle de la politique des auteurs jusqu'en Chine. Hein. La dramaturgie a été achetée par un éditeur chinois il y a quelques années, ils sont censés le traduire en ce moment, je ne sais pas ce que ça devient, et par courtoisie, parce que je connaissais très mal le cinéma chinois, j'ai vu plein de films chinois, une cinquantaine de films chinois, à l'occasion de cette traduction. Et en fait, c'était un voyage culturel absolument fascinant. Je me suis rendu compte que d'abord, les principes de la dramaturgie et du récit, de l'art du récit, sont exactement les mêmes. C'est les sujets qui sont différents. Les Chinois, ils sont obsédés par la deuxième guerre sino-japonaise, par exemple, quand nous, on est obsédés par la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation. Voilà, donc les sujets ne sont pas les mêmes. Mais les techniques, l'artisanat est exactement le même. Donc c'était un voyage passionnant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi en Chine un cinéma d'auteur, avec exactement les mêmes postures et les mêmes travers que chez nous. Voilà. Donc, mais là, pour revenir, fin de ma parenthèse, pour revenir à la politique des auteurs, beaucoup la font remonter à la nouvelle vague, et je pense qu'en fait elle remonte aux années 20, à Louis Deluc, Germaine Dulac, Élie Faure, Canuto, qui considérait... Alors Canuto, par exemple, c'est l'un des premiers, il a écrit un petit essai sur le cinématographe dans les années 20, et c'est l'un des premiers à défendre l'idée, très juste, que le cinéma est un art. Le problème, c'est que tous ces gens-là, on est dans les années 20, on n'est pas à Nouvelle Vague, en 60, hein, tous ces gens-là
font l'erreur, à mon avis, de considérer que c'est un art au même titre que les beaux-arts, c'est-à-dire la peinture et la sculpture, la musique. Et que le récit n'a aucune importance, c'est juste un prétexte, parce que dans les années 20, on a commencé à faire du long métrage, on n'en est plus à faire que des courts métrages, comme au tout début du siècle. Mais le scénario, le récit, le scénario au sens de récit n'a pas d'importance, et ce qui compte, c'est les associations d'images. Alors, excusez-moi, mais 1h30 d'association d'images, ça n'intéresse plus grand monde. Hein. Donc en fait, ce qu'ils n'ont pas compris à l'époque, c'est que le cinéma, c'était aussi... Et les Américains, eux, au même moment, même avant, dans les années 1900-1910, l'ont tout de suite compris, c'est que c'était un art du récit. Mais, voilà, nos intellectuels... Élie Faure, c'est un grand historien de l'art, mais de la peinture, pas du cinéma. Bon, bref, nos intellectuels français décrètent que le cinéma est un art, un des beaux-arts, et que le seul artiste qui vaille, c'est le réalisateur. Voilà. Et là, c'est parti. Ensuite, la Nouvelle Vague en a remis une deuxième couche, et alors il y a un texte fondateur de cette politique des auteurs, qui a été écrit dans les années 50, je ne sais plus l'année, mais vous pouvez retrouver sur Internet, milieu des années 50, je crois, par François Truffaut, qui s'appelle « Une certaine tendance du cinéma français », qui est un texte vraiment fondateur de cette mouvance de la Nouvelle Vague et de la politique des auteurs. Et je pense, il faudrait le relire. Moi, j'invite tout le monde à relire ce texte. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que je pense qu'il a été mal interprété. En fait, Truffaut, qui était à l'époque, il n'était pas cinéaste encore, il avait envie de le devenir, mais il était critique au Cahier du cinéma. Et à Art, je crois, une revue qui s'appelait Art, je crois d'ailleurs que c'est dans Art que cet article est paru. Et il regrette que ses cinéastes préférés n'aient pas de succès public. C'est intéressant. Et c'est qui ses cinéastes préférés ? C'est Jean-Pierre Melville, Jean Cocteau, Max Ophuls, Jacques Tati, Sacha Guitry, Marcel Pagnol, etc. etc. Ce sont les cinéastes préférés de Truffaut dans les années 50. Et Truffaut crache sur ces cinéastes comme les frères Allégret, Claude Autant-Lara, Delannoy, etc., qui n'écrivent pas leurs scénarios, qui mettent en scène des scénarios écrits par d'autres, souvent Orange et Bost, et qui donc ne font pas un cinéma d'auteur. Et je peux comprendre. Ok, très bien. Je comprends qu'en effet, Cocteau, Ophuls, Tati, Melville, tous ces gens-là soient plus auteurs que Delannoy. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est le réalisateur qui est le principal auteur ? Parce que Tati, Ophuls, Melville, Guitry, Pagnol et tous ces gens-là, ils écrivent leurs scénarios. Ils sont les principaux scénaristes de leurs films. Et donc en fait, quand un critique ou Truffaut ou un critique d'aujourd'hui dit le principal auteur d'un film réalisé par Ophuls ou Cocteau ou Tati ou Melville, c'est Ophuls, Cocteau ou Tati ou Melville, est-ce qu'il dit le principal auteur c'est le réalisateur ou est-ce qu'il dit le principal auteur c'est le principal scénariste du film ? Ouais. Eh bien moi j'affirme que le principal auteur c'est, en effet, ils ont raison, c'est Cocteau, Tati, absolument, je suis d'accord. C'est leur univers qui est leur pensée, le sens qu'ils ont créé en écrivant le scénario, parfois avec d'autres, parfois tout seul, qui transpire, qui éclate. Ils sont le principal auteur en tant que co-scénariste, pas en tant que réalisateur. C'est pas l'auteur des Travelling qui est le principal auteur du film. Le terme scénario, tu le désignes à travers deux entités différentes qui sont souvent confondues. Ouais. Tu dis qu'à l'intérieur d'un scénario, il peut y avoir le plan du film ou le récit du film. Ouais. Alors,
Est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance entre le plan du film et le récit du film? Quand tu fais un film, même qui ne raconte rien, d'accord, aucune histoire, tu fais Un chien andalou, par exemple, de Luis Buñuel et Salvador Dali, dans les années 20, ou tu fais Adieu au langage, de Jean-Luc Godard. Ça ne raconte rien. Bon. Et bien, tu as quand même un scénario. Tu as quand même un texte qui décrit noir sur blanc ce qu'on entendra et verra à l'écran. Voilà, c'est un outil de travail qui permet à toute l'équipe, parce que même quand tu fais un film qui raconte rien, il faut quand même du monde, qui permet à toute l'équipe de savoir ce qu'on doit tourner, quelles images, quels sons, voilà, etc. Bien sûr. Donc, tu as un texte noir sur blanc. En fait, moi j'appelle ça un plan. C'est le plan du film. Bon. C'est le scénario plan. Et puis, parfois, souvent même, tu as envie de raconter une histoire. Et là, si tu as envie de raconter une histoire, tu rédiges une histoire, un récit même. Et ce récit, il est dans le plan. C'est aussi ce qu'on appelle le scénario. Mais c'est deux notions différentes. Il y a le scénario plan et le scénario récit. Alors le scénario plan, purement plan, qui est l'outil de travail de toute l'équipe de tournage, bien sûr, une fois que le film est tourné, il disparaît. On le met à la poubelle, on n'en a plus besoin. Oui. Et encore, pas tout à fait, parce que le monteur ou la monteuse en a besoin pour monter, quand même. En revanche, et donc on peut dire de lui, du scénario plan, que c'est comme la chrysalide d'un papillon. Voilà, le gros cliché sur le scénario et le cinéma. En revanche, le récit qui se trouvait dans le plan, s'il y en avait un, ce qui n'est pas le cas dans Un chien andalou ou Adieu au langage, mais dans la plupart des films, il y a un récit dans le plan. Ouais. Lui, il se retrouve dans le film. Il est toujours dans le film. Et c'est même de sa qualité, souvent, que dépend une bonne partie, j'ai pas dit la seule, mais une bonne partie de la qualité du film. Ouais. Et donc un plan, on va dire ce que tu appelles le plan du film, bon, on peut l'affilier surtout à des films expérimentaux, alors du coup, qui n'ont pas véritablement de dramaturgie justement ou de récit. Il n'y a pas vraiment une histoire construite. C'est peut-être plus des films, on va dire visuels, expérimentaux, etc. Absolument. Qui nécessitent pas un récit à proprement parler. Alors en fait, pour moi, tous les films du monde ont un plan. Ouais. Certains n'ont pas de récit. Certains de ces plans et de ces films n'ont pas de récit, alors que beaucoup de ces plans et de ces films contiennent également un récit. Mais quand on parle de scénario, c'est important de faire la différence parce que parfois, la plupart dans les festivals, les prix du scénario sont, mais pas toujours malheureusement, mais souvent ils sont donnés à des récits de qualité, mais pas toujours. Parfois, on va donner le prix du scénario à des films où franchement le scénario, moi au sens où je l'entends, de récit Il tient sur est franchement mal foutu, et pourtant on lui donne le prix du scénario. Alors c'est peut-être parce qu'on méprise le prix du scénario, c'est peut-être parce que on n'a pas bien compris, la mise en scène a transcendé le scénario, ou qu'on confond scénario et mise en scène. Ouais. Ça arrive souvent aussi. Mais bon. Et d'ailleurs, alors je voudrais juste revenir sur certains dogmes dont tu parles dans Évaluer un scénario. Alors tu disais un mauvais scénario, enfin une très bonne mise en scène ne pourrait pas forcément sauver un mauvais scénario. Non. Ça, Un mauvais scénario au sens de récit. Oui. Un scénario qui aurait des problèmes. Voilà. Des problèmes de récit. Une histoire mal racontée. Voilà. L'histoire mal racontée ne peut pas être sauvée par Il y a vraiment... des comédiens fabuleux et des travelling extraordinaires. Ce n'est pas vrai. Il n'y a vraiment aucun exemple. Aucun exemple, non, zéro. Je fais exprès d'être l'avocat du diable, mais... Alors, après, il y a des histoires, alors, il ne faut pas confondre avec aussi des histoires, on va dire, simples, mais qui sont efficaces. Non, ça c'est très Voilà. bien les histoires simples. Moi j'adore les histoires simples, les petites histoires. Des petites histoires. Les Je pense histoires par exemple à hauteur d'humain. Je pense par exemple à des films comme Duel de Spielberg,
Il y a un putain de scénario dans Duel. Bien sûr qu'il y a un Pardon my French. Non, mais alors là, on est totalement d'accord. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais les gens pourraient dire, bon, le scénario tient sur une page. Voilà, c'est un camion qui poursuit une voiture. Ouais. Bon, ce serait vraiment rendre la chose très simpliste. Spielberg a témoigné là-dessus, je le cite d'ailleurs, en 2007. Et il dit que le scénario de Richard Matheson était super détaillé et il y avait déjà tout. Donc c'est pas lui qui a fait le boulot de suspense, de trucs. Lui, Spielberg, il le dit lui-même. C'est Matheson et non, ça tenait pas sur un ticket de métro. C'est pas vrai. En revanche, c'est hyper simple. Je suis d'accord avec toi que le scénario est très simple, le sujet est très simple. Oui, en fait, c'est pas le scénario. Ouais, le sujet. Pas le récit. Pas le développement et l'enchaînement des événements, mais le sujet est super simple. Mais croire que Richard Matheson est venu voir Spielberg et lui a dit « Voilà, mon histoire, c'est un mec qui est poursuivi par un camion sur des routes de campagne. Allez, vas-y, tu filmes, démerde-toi. Filme mon ticket de métro. » Mais Spielberg, il est incapable de faire ça. Aucun metteur en scène ne peut filmer un ticket de métro où il y a marqué où il y a juste le pitch. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Il faut tout un scénario. Bon. Et il est même aussi simple que soit le sujet. Et c'est le cas dans Duel. Alors, une exception sur un mauvais scénario sauvé par la mise en scène. Ouais. Alors, c'est un film que j'aime bien, mais honnêtement, j'en verrai pas un toutes les semaines, hein, comme ça. Ouais. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. C'est Mauvais sang. Le film réalisé par Léos Carax. D'accord, je l'ai pas vu. En 87, je crois, 86, ou quelque chose comme ça. D'accord. Au milieu des années 80. Mauvais sang. C'est son deuxième long métrage après Boy Meets Girl. Et le scénario, franchement, bon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Mais la mise en scène, le langage filmique, les images, une combinaison de choses, et en plus il y en a beaucoup. Parce que j'ai un copain qui aime bien Godard, et qui me dit, je m'emmerde quand je vais voir un film réalisé par Godard, mais dans un Godard, il y a toujours une perle, une seconde de fulgurance, de pur cinéma. Et il a raison. Sauf que moi, passer 1h30 de ma vie à me faire chier pour voir une seconde de pur cinéma, je suis désolé. Ma vie est trop courte. Bon. Mais l'avantage de Mauvais sang, c'est qu'il y a une trentaine de fulgurances de pur cinéma, donc en fait, je m'y ennuie moins, on va dire. Voilà. Pour moi, Mauvais sang, c'est le meilleur film de Godard. Sauf que c'est pas Godard qui l'a fait, mais c'est très godardien. Hein. Ouais. Maintenant, ça raconte pas grand-chose, et soyons honnêtes, moi j'ai besoin d'histoire. Je crois que je suis comme tous les humains. J'adore les histoires. Mes 4 mots préférés dans la langue française, c'est il, était, une et foi. Depuis que je suis bébé, j'ai 3 ans, on va dire, j'adore qu'on me raconte des histoires. Je me souviens de contes de fées que j'adorais écouter, les BD, etc. Enfin, et j'en écoute et j'en vois et j'en reçois tous les jours. Tous les jours, j'écoute des histoires, je regarde un documentaire où on parle de ce gamin et son père instituteur en Alsace. Ma femme me raconte une histoire qui lui est arrivée à l'université. Elle est professeure d'université, chercheuse. C'est une histoire. Voilà, tous les jours. Et puis je regarde des films, des séries, des bandes dessinées, je vais au cinéma, etc., au théâtre et tout. Honnêtement, je ne verrai pas Mauvais sang tous les jours. Hein. Ouais. Ou même toutes les semaines. Donc une fois de temps en temps, ça va, mais bon. Voilà, mais pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. Et pour continuer sur les dogmes, tu dis aussi le cinéma narratif est commercial, donc méprisable. Enfin, ça c'est un dogme. Ça c'est le dogme. Ça c'est le dogme que tu reprends dans ton livre. Alors, que je condamne. Hein. Voilà, que tu condamnes. Ouais. Et alors, d'où vient ce dogme ? Pourquoi on dit le cinéma narratif est commercial, donc méprisable ? Alors, j'y vois deux motivations. D'abord, l'argent, c'est sale.
pour certains. Faire le commerce, pas seulement l'argent, le commerce, c'est sale. Et donc, un art qui se respecte est un art qui ne gagne pas d'argent. Ouais. Ce qui est totalement débile, parce que ça veut dire que Picasso n'était pas un artiste. Bon, c'est quand même un petit peu gonflé. Bon, il n'y a que Van Gogh. Van Gogh était un artiste puisqu'il était maudit, qu'il n'a pas vendu une seule toile. Ouais. Alors que Picasso, qui était milliardaire avant 40 ans, bon, donc c'est... Mais ça fait partie du terrorisme culturel, voilà, le commerce, c'est Satan, c'est le capitalisme, c'est etc. Donc, bon. Ouais. Et puis il y a un autre, je pense, une autre motivation, c'est que un film ou une œuvre d'art qui gagne de l'argent, c'est forcément une œuvre qui rencontre le public, qui a du succès public. Et le public, le grand public, il est méprisable. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein. Je sais, c'est t'explique la motivation. C'est ce que tu dénonces. Le grand public, et cela dit, je le manie, je ne... Des fois, j'ai envie de dire, des fois, oui. Absolument. Oui, complètement. Le grand public, je ne me prosterne pas devant le grand public. Le grand public a parfois tort. Le grand public est parfois se laisse lamentable. Séduire par une œuvre. Complètement. Ceux qui vont voir Fast and Furious numéro 15, j'ai aucune estime pour eux. Mais voilà, par principe, c'est le principe de départ. On est encore dans l'idéologie. C'est par principe, le commerce et le succès public sont méprisables ou détestables. Non, il y a des succès publics qui... Cyrano de Bergerac, c'est un immense succès public. Moi, ça me paraît pas méprisable. L'école des femmes a été un grand succès public, c'est pas méprisable. La mort aux trousses, enfin, etc., etc. Chaplin, c'est l'un... Au-delà de Picasso, parce que Picasso, on pourrait dire, oui, d'accord, il a bien gagné sa vie, mais il a vendu à des spécialistes. Il a été acheté, c'est pas le grand public. C'est toi qui a... Mais alors, Chaplin, pendant 25 ans, entre 1915 et 1940, il a séduit tous les publics du monde, les plus sophistiqués comme les plus frustres, et il a gagné sa vie, et c'était de l'art. Un autre dogme alors aussi, c'est que tu dénonces, c'est la comédie est un genre inférieur. Déjà, est-ce que ça c'est aussi propre à la France, cette réflexion, ou c'est, on va dire, admis universellement par tous les cinémas? C'est plus... peut-être un peu plus français qu'anglo-saxon par exemple. Pourtant les Français, on est les spécialistes de la comédie. C'est paradoxal. Les anglo-saxons aussi, ils sont vachement bons. Oui, mais on a le cinéma français a une longue tradition. C'est pas noble la comédie. Non, c'est pas noble, mais c'est pareil, c'est pas noble parce que ça touche, ça plaît au grand public, parce que c'est souvent commercial. Ouais, ça rejoint. Et puis il y a quand même il n'y a pas que ça. La comédie, elle donne une apparence de légèreté. Elle donne l'impression, mais c'est une fausse impression en fait, mais elle donne l'impression de ne pas prendre les choses de la vie au sérieux. Alors qu'en fait, un des moyens, c'est pas le seul, moi j'aime beaucoup aussi la tragédie, et même dans certaines circonstances le mélodrame, mais en tout cas le traitement sérieux. En gros, il y a deux traitements des choses de la vie, sérieux ou comique, c'est tout. Droit ou décalé, il n'y en a pas un troisième. Mais un des moyens de prendre les choses de la vie au sérieux, c'est justement de s'en moquer. C'est d'utiliser l'humour et d'en faire et d'utiliser la comédie. Donc c'est un mauvais procès qu'on fait à la comédie. On devrait la chérir, la comédie. On devrait la respecter. Lui attribuer tous les honneurs, parce qu'en plus, non seulement elle est utile, elle est, sérieuse, au sens où elle prend les choses au sérieux,
elle traite sérieux, enfin à sa façon, de tout, de la mort, de la jalousie, de tout, de tous les sujets. Et en plus, elle est très difficile. Oui. Donc elle devrait être respectée aussi pour ça. C'est très difficile d'être drôle. Et quand tu sors une comédie, si c'est pas drôle, parce que souvent c'est le genre. D'abord, pour moi, c'est pas un genre, c'est un surgenre, la comédie. Bon. Et c'est surtout un traitement des choses de la vie. Mais bon, le format, le surgenre comédie, il est souvent annoncé aux spectateurs. Bon, ils savent qu'ils vont voir une comédie, et l'auteur, en général, dès le début, pas toujours, mais assez vite, il pose clairement le genre. Bon. Si c'est pas drôle, ça se voit tout de suite. Hein. Bon. Et si c'est pas drôle, haro sur le baudet. En revanche, quand tu fais un film sérieux, j'ai pas envie de dire sérieux, j'ai envie de dire sinistre, si c'est chiant, ça peut encore passer. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui se risquent pas à faire de la comédie. Déjà, c'est difficile, mais alors, en plus, la sanction est beaucoup plus immédiate que dans le genre sinistre, en fait. Donc, voilà, donc il y a ce mépris, un de plus pour la comédie, et c'est triste. Chaplin, Pagnol, dont on vient de parler, Rostand, Tati, bien sûr, les scénaristes de la comédie italienne, Rodolfo Sonego, Agé Scarpelli, Benvenuti, tous ces gens-là ont démontré que la comédie était noble et pouvait donner de l'art. Bah, c'est peut-être juste parce que en France, en tout cas, ces dernières années, on n'a pas eu les meilleures comédies de l'histoire du cinéma. Peut-être pour ça aussi. Même s'il y a eu des. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais en France, on n'a pas eu non plus les plus grandes tragédies du monde. Le cinéma français produit 200 films par an, à peu près, même peut-être plus en ce moment, je ne sais plus. Il y en a combien, honnêtement, sur 200, chaque année, qui vont rentrer dans l'histoire ? Qu'on reverra avec plaisir dans 50 ans, que ce soit des comédies ou pas des comédies. Ouais. Bon, moi, j'ai bien aimé Le Sens de la Fête. Ouais, moi aussi. Récemment, dans le genre comédie, j'ai pas tout vu, hein, honnêtement. Mais j'ai trouvé ça... Et puis, Salvadori. Ouais, en liberté. En liberté. Ouais. Alors avant, il y avait Après vous, qui est un succulent. Mais bon, c'est une fois tous les. Ah ben oui, d'accord, mais bon. 2 ans, ouais, mais si tu regardes, prends l'année 1934 dans le cinéma français. On a fait 130 films. Il y en a combien dont on se souvient et qu'on revoit avec plaisir 1, 2, 3. Bon, ben c'est pareil. On a le nez sur le guidon, mais. On va continuer. Et puis il y avait Weber. Bon, Weber, c'est un petit peu. Il est plus en théâtre maintenant. Il a été pas mal refroidi par l'échec de L'Emmerdeur, du remake de L'Emmerdeur en 2006. Ouais. Mais bon, le dîner de con, c'est un sommet. Question plus précise sur le scénario. On dit souvent que l'identité des scénaristes est double, à la fois artiste et artisan. Pour toi, en quoi consiste, on va dire, la partie artistique du scénariste et la partie artisanale du scénariste? Alors, il faut obligatoirement les deux? Il faut les. Non, on peut n'être qu'artisan. Ouais. Alors, si tu n'es qu'artiste, t'as un problème. Il y a un film écrit par Douglas McGrath et Woody Allen qui s'appelle Coup de feu sur Broadway, qui date de des années 90, je crois, je sais plus. Qui montre ça magnifiquement. Le personnage joué par John Cusack dans le film est un dramaturge qui se prend pour un artiste. Ouais. D'ailleurs, ça commence. Le premier dialogue du film, c'est « Je suis un artiste ». Il n'a aucun talent. Il n'a aucun artisanat et il va s'en rendre compte. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin, il dit « Je ne suis plus un artiste ». Parce qu'il va comprendre que pour être un artiste, il ne suffit pas d'avoir des choses à dire au monde. Et c'est ça l'artiste. En fait, la partie artistique, c'est l'expression personnelle de ton âme, ton inconscient, ta vision du monde et des choses de la vie. Voilà. Ça, c'est la partie artistique.
moi, je suis allé voir l'exposition Francis Bacon là, à Beaubourg il y a quelques jours. C'est un artiste immense, ce mec. On aime ou on n'aime pas, c'est violent sa peinture, la peinture de Bacon, mais voilà quelqu'un qui clairement, à travers la peinture, une peinture figurative, semi-figurative, transmet ce qu'il est profondément. Bacon, Francis Bacon, si tu veux comprendre ce qu'est un artiste, tu vas voir Francis Bacon. Et tu peux faire la même chose avec des millions de peintres, de musiciens, de dramaturges, mais Bacon, c'est un très bel exemple et il est d'actualité. Donc la partie artistique, c'est transmettre sa vision du monde, sa vision personnelle du monde. Mais, et Coup de feu sur Broadway le démontre, alors le montre avec, de façon extrêmement savoureuse, si tu ne le transmets pas correctement, si tu n'utilises pas les outils artisanaux de ton art pour les transmettre, eh ben ta jolie pensée personnelle et artistique, elle est perdue. Et le monde ne la recevra pas. Donc on a vraiment besoin des deux. Les artistes ont besoin de l'artisanat pour transmettre leur pensée, transmettre leur art. Maintenant, donc un scénariste qui se veut artiste, il a intérêt à être artisan aussi. En revanche, l'inverse est possible. C'est-à-dire on peut être artisan sans être artiste, dans le cas du scénario, mais aussi dans d'autres arts, si on fait un travail de commande. C'est ça, ouais. Si tu écris... La vision de quelqu'un d'autre. Voilà, exactement, la vision de quelqu'un d'autre. Ce que certains appellent le regard, le propos, enfin, peu importe, mais moi j'aime bien l'âme, même si je ne suis pas religieux ou spirituel, mais l'inconscient, voilà, de l'auteur principal. Il y a des artisans, moi j'en ai été d'ailleurs, j'en suis encore, ça m'arrive d'écrire, d'aider un artiste, en fait, qui est le père du bébé, le père principal du bébé, de l'aider à transmettre sa vision, son regard, son propos, son âme, son inconscient au monde. Et à ce moment-là, je me contente de mettre mes outils artisanaux au service de sa vision. Alors, quand je comprends la vision, il m'arrive de la nourrir. Parce que j'ai compris quelle était sa vision, j'ai compris ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait montrer, et à ce moment-là, je nourris sa vision avec des outils, on va dire. Mais c'est sa vision, c'est pas la mienne. Voilà. Donc, je reste dans ma position d'artisan et je sers son art à lui, on va dire. Voilà. Dans un art de collaboration. Un romancier, il n'a pas ce problème-là, un peintre n'a pas ce problème-là, il fait ça tout seul. Donc. Et alors William Goldman a dit screenplays are structure. Pour toi, qu'est-ce qu'une structure de scénario? C'est quoi la structure? La structure, c'est Aristote. Alors c'est fascinant parce que Aristote en parle dans la poétique. Et j'invite tout le monde à relire la poétique parce qu'il y a des passages de la poétique qui sont d'une actualité brûlante. Par exemple, Aristote, une petite parenthèse, je vais revenir sur la structure, mais Aristote critique le spectaculaire. C'est génial. Alors qu'il n'appelle pas ça le spectaculaire, mais il dit l'art de l'artificier et de, je ne sais plus sa formule exacte, il dit pas le responsable des effets spéciaux, mais presque, a moins à voir avec la poétique, avec la poésie, avec l'art, avec la narration, que celui qui conçoit les événements. Bon, c'est assez fascinant. Et Aristote vante les mérites de la structure, et sa définition est encore valable aujourd'hui. La structure, c'est l'enchaînement des faits. Voilà. Donc c'est un travail de préparation, de construction et de rapport de causalité entre les faits d'une histoire. Et c'est pour ça que Brecht, quand il crée son théâtre épique, en opposition au théâtre aristotélicien, il s'efforce, en théorie, mais aussi en pratique, sauf que, heureusement pour nous, Brecht a raté son coup, ce qui fait que ces pièces sont moins chiantes qu'elles auraient pu l'être si il avait été aussi fidèle à ses théories. Mais, enfin bon, ça c'est mon point de vue sur Brecht. Moi j'adore La vie de Galilée, j'adore Mère Courage et ses enfants, j'adore le cercle de craie caucasien,
Et en fait, pour moi, ce sont des œuvres qui sont très aristotéliciennes, parce que finalement, il y a des rapports de causalité, il y a une structure, il y a des enchaînements d'événements. Mais Brecht théorisait la rupture avec ce concept aristotélicien en disant chaque partie de l'œuvre, en faisant des sketchs quoi finalement, chaque partie de l'œuvre ne doit pas avoir de lien les unes avec les autres. Ouais. Et quelles sont les fondations pour toi d'un bon scénario? Ah, les fondations. Les fondations. C'est l'un de mes dadas, les fondations. Parlons de ça c'est passionnant. Ouais. Alors, pour moi, il y a 4 étapes fondamentales, 4 étapes incontournables quand on démarre une histoire. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étincelle de départ, ou le déclic. Ce qui pourrait être le propos que tu veux tenir dans ton histoire. Oui et non, parce que l'étincelle de départ, c'est vraiment l'unique point de départ, ce qui déclenche, c'est pour ça que j'appelle ça aussi le déclic, l'étincelle qui met le feu au reste, si tu veux. Ouais. C'est vraiment le point de départ, ce qui va te donner envie de raconter une histoire. Et ça peut être un propos, ça peut être quelque chose à dire au monde, je veux dénoncer quelque chose, par exemple, très bien, mais pas nécessairement. Ça peut être un fait divers. Ouais. Un fait divers ou même un épisode de l'histoire, un épisode historique que tu as envie dont tu as envie de parler, qui est méconnu, que tu as envie de transmettre. Ça peut être un personnage que tu connais. Ça peut être un événement de ta vie. Mm-hmm. Même si c'est hyper casse-gueule de parler de soi-même, de façon aussi directe, de parler d'un événement de sa vie, sa propre vie. Pourquoi c'est casse-gueule ? C'est pas plus facile, justement ? Non, parce qu'on a du mal à prendre de la distance, parce qu'on a tendance à considérer que si c'est arrivé, c'est que ça va, forcément ça s'impose. Ouais. Or, pas du tout. Ouais. Comme disait notre vieil ami Nicolas Boileau, le vrai n'est pas toujours vraisemblable, et il vaut mieux être vraisemblable que vrai. Moi, j'ai eu dans des ateliers des gens qui me disaient, on va revenir sur les fondations, hein, t'inquiète pas, je n'ai pas oublié la question. Dans des ateliers, des gens qui me disent, tout le monde disait, mais attends, c'est pas possible qu'il réponde ça, c'est pas possible qu'il fasse ça, c'est pas possible que ton personnage, etc., etc. Et la réponse de l'auteur, c'est, mais c'est arrivé, en vrai. Ouais. Ben oui, mais le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Et en fait, dans ces cas-là, à moins qu'on l'ait déjà compris avant, mais on comprend que l'auteur est en train de raconter un épisode de sa vie, par exemple le suicide de son frère, une maladie orpheline, ça peut être des trucs lourds, hein, ça peut être son dépucelage, je sais pas quoi. Bon. Ça arrive souvent d'ailleurs dans des films, je pense là tout de suite à un exemple, par exemple Catch Me If You Can de Spielberg, qui est une histoire vraie, mais qui paraît complètement improbable. Puisque le personnage a été à la fois avocat, pilote d'avion, médecin. Enfin, quand on voit le film, on dit tout ça, c'est de la fiction, c'est complètement inventé, alors que c'est la réalité. Non, mais des fois, c'est pas l'histoire vraie des auteurs. Ah oui, non, c'est adapté de l'histoire vraie de celui qui a écrit ce livre. Mais celui qui décide de faire le film, c'est pas une histoire qui lui est arrivée. Il raconte pas sa vie, en fait. Il a adapté la vie de quelqu'un d'autre. Il raconte l'histoire vraie. Mais voilà un déclic, une étincelle, un point de départ tout à fait valable. Donc l'étincelle pour les fondations. Voilà, donc il y a déjà l'étincelle. L'étincelle, ça c'est la première étape. Ouais. Et il n'y a pas pour moi d'étincelle plus noble qu'une autre. Toutes les étincelles se valent, du moment que, étape numéro 3. Mais je saute tout de suite à la 4e étape. La 4e étape, c'est les fondations. La tentation, alors je vais définir les fondations et ensuite je reviendrai à l'étape numéro 2 et 3. Quand on a cette étincelle, la tentation de certains auteurs, c'est de passer à l'écriture. Bon ben voilà, je suis motivé par ce point de départ, allez, je commence à écrire, et comme j'ai un petit peu de méthode, et que je préfère construire ma maison en ne commençant pas par le papier peint et les boutons de porte, mais par les fondations, les semelles, les murs,
la charpente, etc., eh bien, je fais mes fondations. Bon, je vais définir les fondations. Il y a 2 autres étapes, à mon avis, incontournables à traverser avant d'arriver aux fondations. Mais alors, qu'est-ce que sont les fondations ? Quand tu écris une histoire, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs même, tu fais des millions, peut-être même des milliards, je n'ai jamais calculé, de choix. Pas de choix au sens moral américain du terme, ce mot choix qu'on voit maintenant depuis 30 ans dans tous les films, toutes les séries, tu dois choisir, je n'ai pas le choix, c'est ton choix, enfin bon, non, je ne parle pas de ce genre de choix, je parle de décision. Bon, je ne dis pas que le choix moral n'est pas un sujet intéressant dans un récit de fiction, mais là je ne parle pas de ce genre de choix, de décision. Tu prends quelle direction, des millions de décisions. En fait, d'une certaine façon, on peut prendre cette image, c'est que quand tu démarres une histoire, il y a une infinité de possibilités. Bon, même si le point de départ, déjà, il commence à rétrécir le nombre des possibles. Mais en fait, tu peux écrire une infinité d'histoires à partir du point de l'étincelle dont je parlais tout à l'heure. Et écrire, ça consiste à faire tellement de choix, à prendre tellement de décisions, que tous ces possibles se réduisent à une seule direction. Enfin, pas une seule direction, un produit unique, une œuvre unique. Et pour arriver à cette œuvre unique, il faut prendre des millions de décisions. Alors, ma protagoniste a une voiture rouge plutôt qu'une voiture bleue. Bon, c'est pas une grande décision. Ma protagoniste a 55 ans et non 25. Ça va influer. C'est plutôt pas mal comme décision, c'est une décision majeure. Eh bien, les fondations, c'est exactement ça. Les fondations, c'est l'ensemble des choix, des décisions majeures, des orientations majeures, fondamentales, fondatrices du récit. Donc, l'arène, le décor, où est-ce que ça se passe, l'époque, qui est protagoniste, sa caractérisation, quel est l'incident déclencheur, enfin, etc., etc. Voilà. Ça, c'est ça les fondations. D'accord. Et c'est ce qu'il faut déterminer avant de se lancer dans la rédaction, par exemple, d'un synopsis. C'est ce que tu dis. À mon avis. D'accord. À mon avis, oui. Mais je voudrais dire un truc, c'est que, quelle que soit l'histoire, donne-moi une histoire déjà existante, un roman, un scénario, un film, une BD, ce que tu veux. Donne-moi une histoire, réussie ou ratée. Eh bien, je te ferai les 3 pages de fondation. Elles ont des fondations. Toutes les histoires du monde, même les histoires ratées, ont des fondations, contiennent en elles des fondations. Ou alors, ça veut dire que la première scène se déroule à Bagdad en 1930, la deuxième à Saint-Germain-en-Laye en 2040, dans la troisième, enfin, tu vois, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision, ça part dans tous les sens, ça pète dans tous les sens. Et il n'y a pas d'histoire, soyons sérieux, personne ne fait ça, personne n'écrit ça. Donc ça veut dire quoi ? Alors bien sûr, si tu me donnes une histoire ratée, j'aurais peut-être du mal à en extraire ces fondations de façon cohérente, parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai fait du script doctoring sur un scénario où il y avait 3 incidents déclencheurs indépendants l'un de l'autre, ce qui posait un gros problème. Si on m'avait demandé d'extraire les fondations de ce scénario, j'aurais été à l'entrée, à la rubrique incident déclencheur, j'aurais été un petit peu embarrassé, puisque j'en avais 3, j'avais le choix entre 3. Bon. Mais globalement, je pouvais te faire des fondations. Finalement, la grande question pour moi, elle n'est pas tellement est-ce que j'écris avec ou sans fondation, puisque de toute façon, il va y en avoir. La grande question, c'est est-ce que je les détermine de façon consciente en début d'écriture ou pas? Voilà, ça c'est la grande question. Et ma réponse c'est oui. Ma réponse c'est oui, il faut le faire au début. Ce qui ne veut pas dire que c'est coulé dans le bronze, que c'est bétonné, que bien entendu, au fur et à mesure de l'écriture, tu affines tes fondations. Ouais. Tu les enrichis, tu les modifies même. Mais, quand même, avoir des fondations solides, c'est super utile et ça aide aussi à la réécriture. Alors, je finis
Excuse-moi, je suis très bavard, mais ce sont des sujets qui me passionnent, donc je m'arrête pas. C'est quoi les étapes 2 et 3 ? Tu vas me demander, j'en suis sûr. Les étapes 2 et 3, entre l'étincelle de départ et les fondations. L'étape 2, c'est le sens. C'est comprendre ce qui, dans ton étincelle de départ, dans ton point de départ, pourquoi, en fait, ça te motive tant ? Pourquoi ça t'intéresse ? Pourquoi ce personnage t'intéresse ? Pourquoi ce fait divers t'intéresse ? Et là, il y a un petit travail d'introspection, presque psychanalytique à faire, à comprendre pourquoi ça te motive et ce que tu vas dire avec ce sujet. J'en parle c'est le chapitre 2, je crois, de Construire un récit, j'en parle abondamment, qui s'appelle Le sens, et c'est assez fascinant d'ailleurs de se rendre compte que, bien sûr, quand Brecht ou Ibsen ou Georges Bernard Shaw ou Costa Gavras font une œuvre, on voit très bien qu'il y a du sens, quoi. C'est clair qu'ils ont quelque chose à dire au monde. Bon. Mais j'ai constaté que Taniguchi, Woody Allen, Spielberg, Miloš Forman, plein d'artistes de toutes sortes avaient une démarche de transmettre un point de vue au monde et qu'ils l'avaient conscientisé au démarrage. Bon. Donc ça, c'est l'étape numéro 2, c'est comprendre pourquoi on est motivé par cette étincelle et ce qu'on a envie de dire avec ce sujet. Et la troisième étape, entre le sens et les fondations, la troisième étape, c'est se demander, c'est très simple, hein, c'est une question très simple, mais ça peut prendre une bonne semaine de réflexion. Se demander, 1, si on a les jambes, et 2, ou 1, plutôt inversement, si le sujet a les jambes, et 2, si on a les jambes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, si le sujet a les jambes ? Alors, le sujet a les jambes, ça veut dire, ok, j'ai un sujet, j'ai compris... Il est suffisamment consistant ? Exactement, j'ai compris pourquoi il me motivait, tout très bien, ok, mais est-ce que ça peut remplir un deuxième acte ? Et comment le savoir, ça ? À l'expérience, en réfléchissant, mais rien que se poser la question. Ouais. Question posée est à moitié résolue. Rien que se poser la question. Il y a le piège, l'un des pièges classiques, c'est ce que les Américains appellent les high concepts, les postulats forts. D'ailleurs, le postulat fort, ça peut être l'étincelle de départ. Et si... Il y en a beaucoup en série. Il y en a et on plein. voit que ça ne tient pas à la distance. Exactement. Exactement. Ouais. L'un des problèmes possibles des postulats forts, qui sont super alléchants, qui sont super excitants, parce que et si je revenais à l'époque où mes parents avaient mon âge et étaient étudiants et au même lycée, est-ce que je serais copain avec mon père ? Et si le capitaine Crochet, et si Peter Pan vieillissait ? Et si on ressuscitait les dinosaures ? Et si, etc., etc. Ouais. C'est super excitant. Mais est-ce qu'il y a de quoi remplir le deuxième acte, et en particulier la deuxième moitié du deuxième acte ? Parce que la première moitié, on voit assez facilement. On voit le premier acte, ça c'est facile, avec surtout un high concept. La première moitié du deuxième acte, ça va, mais la deuxième moitié du deuxième acte, là où commence le fameux ventre mou, là c'est... Bon, et donc parfois il y a des sujets qui n'ont pas les jambes, ou qui ont les jambes pour un court-métrage, mais pas pour un long. Ouais. Et la deuxième question, dans ma troisième étape, c'est est-ce que j'ai les jambes ? Moi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que ce sujet me motive suffisamment pour y passer 2 ans de ma vie ? Il y a tellement de boulot, tellement d'épreuves, ça va être tellement difficile, et excitant en même temps, hein, et passionnant, et exaltant, mais aussi difficile. Je vais faire lire et relire et re-relire et en prendre plein la tronche. Est-ce que j'ai la force de caractère, l'énergie, la volonté d'aller jusqu'au bout de ce sujet ? Et il y a, on a tous, je pense tous les auteurs, c'est mon cas, mais je sais que c'est le cas de plein d'auteurs, commencer des histoires qu'on n'a jamais terminées,
et terminer certaines histoires. C'est la preuve qu'on avait les jambes pour certaines et pas pour d'autres. Ouais. Voilà. Et cette question, il faut se la poser à ce moment-là. À ce moment. Et alors, une fois qu'on a établi les fondations du scénario, on s'apprête à se lancer, on va dire, dans la rédaction du synopsis, qui est l'une des premières étapes. On peut être face à un choix qui est d'établir son récit comme plot-driven ou character-driven. Qu'est-ce que tu penses de ces notions? Quel est le plus important finalement pour toi? Est-ce que c'est l'intrigue ou le personnage? Enfin, ou les personnages? Les deux, mon colonel. Ouais. Je défends ardemment l'idée que une histoire ne peut pas être strictement character-driven, c'est-à-dire portée par... ça ne peut être juste un portrait. On a besoin d'une intrigue, parce que c'est ça en gros, character-driven, c'est soit le portrait, soit la trajectoire interne d'un personnage, Ouais. et plot-driven, c'est l'intrigue, quoi, en gros. Plot, c'est intrigue, et plot-driven, c'est-à-dire que l'histoire est portée par une intrigue, et dans l'autre cas, elle est portée par la caractérisation. L'évolution du personnage. Soit une évolution, soit juste un portrait. Ouais. L'avare, il évolue pas, mais c'est un portrait. Voilà, portrait de l'avare, portrait de l'avarice, portrait de... Mais au sein de ce portrait, il y a quand même une intrigue. Il y a quand même. Alors voilà, exactement. Moi, je pense que on ne peut pas se passer, que c'est une erreur Ouais. très casse-gueule de se passer d'une intrigue, même une intrigue prétexte. Dans l'œuvre fondatrice de notre dramaturgie, que Aristote ne cesse de prendre en exemple, tu sais, il y a une anecdote assez rigolote, enfin assez étonnante à propos de la poétique d'Aristote et Édipe roi de Sophocle. Dans la poétique, Aristote, qui donc lui est à 100 ans écrit 100 ans après Sophocle, au IVe siècle après Jésus-Christ, vers 350, il observe le répertoire du 5e siècle athénien, du théâtre athénien, donc le répertoire d'Échille, Euripide, Aristophane, etc. Et la pièce qu'il cite le plus souvent en exemple, la pièce la plus emblématique, la plus exemplaire pour Aristote, c'est Édipe roi. Eh bien, le petit miracle, pour nous, c'est qu'Édipe roi n'a pas disparu. Et qu'on peut lire ou voir la pièce dont Aristote n'arrête pas de vanter les mérites. On a de la chance quand même. Bon, tout ça pour dire que dans Édipe roi, le plus important, ce qui à mon avis intéressait Sophocle et ce qui nous intéresse nous, c'est le parcours d'Édipe. C'est que Édipe découvre qui il est et découvre son identité. C'est pas du tout qu'il éradique la peste qui règne sur Thèbes, sur sa cité. On s'en fiche. Honnêtement, on s'en fiche. Bon. N'empêche que c'est l'intrigue d'Édipe roi. L'intrigue d'Édipe roi, ce n'est pas découvrir mon identité. Édipe n'arrive pas en disant je vais découvrir, je vais avoir une trajectoire interne, je veux avoir une trajectoire interne, je veux grandir, je veux découvrir qui je suis. Non. Il dit je veux éradiquer la peste qui règne sur Thèbes. Et c'est en éradiquant, en faisant tout, en se battant pour éradiquer la peste qui règne sur Thèbes, ce qui est équivalent à découvrir l'assassin de Laios, qu'il va comprendre. Fait sa trajectoire interne. Et il va comprendre qui il est. Et comprendre qui il est. Ça marche avec tout, ça marche avec Maison de poupée, ça marche avec Un jour sans fin. Oui. Dire qu'Un jour sans fin, c'est juste une trajectoire interne, c'est une aberration. Non, dans Un jour sans fin, Phil Connors cherche à échapper, il a une intrigue, il a un enjeu, un objectif concret qui est de sortir de cette répétition maudite. Et c'est en cherchant à sortir de cette répétition maudite qu'il grandit. Le plus grand exemple, enfin l'un des rares exemples que je cite dans Construire un récit, de récit purement character-driven, c'est Un chant de Noël.
la nouvelle de Dickens. Et pour moi, ça ne marche pas. Je renvoie nos auditeurs à mon analyse dans Construire un récit. Pour moi, c'est une horreur. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est une leçon de morale XXXL. Et ce n'est pas crédible 2 secondes, même si c'est métaphorique. Il y a des fantômes, des esprits, okay, mais peu importe. Un jour sans fin, c'est métaphorique aussi. C'est fantastique, un jour sans fin. Mais c'est archi crédible. Pour moi, un chant de Noël, ce n'est pas crédible du tout. Et la raison principale, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue. Et ce n'est que character-driven. Ouais. Oui, il revisite le passé, il revisite le... Oui, mais il revisite parce qu'il y a un esprit qui lui dit tu m'as rien demandé, t'as aucun objectif, mais moi, je te prends par le cou et je vais te montrer le passé, je te prends par le cou, je te montre le présent, et je te montre l'avenir, et lui, il suit comme un abruti, et à la fin, il se transforme. Oh, au secours. Au secours. Et en fait, je pense que cette œuvre, qui est un énorme succès dans le monde anglo-saxon, elle a été adaptée 1000 fois. Mickey a joué. On parle bien du Noël de Noël. Le Noël de Scrooge. Absolument, oui. Noël, oui. Christmas Carol. Avec Scrooge, qui est le personnage principal qui se transforme. Cette histoire est un immense succès dans le monde anglo-saxon, mais je pense que l'explication, c'est pas parce qu'elle est bonne, c'est parce que tous les parents anglo-saxons du monde l'ont lu à leurs gamins, parce que c'est une immense leçon de morale. Donc en fait, les gamins, les Anglais, les Américains, les Australiens, ils connaissent cette histoire parce qu'on leur a bourré le crâne avec quand ils avaient 5 ans. Alors toujours dans tes ouvrages, tu établis un lien fort entre le pitch et le premier acte d'un scénario. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, c'est une découverte en fait. Alors, peut-être que d'autres l'ont découvert avant moi, j'en sais rien. Je lis pas mal d'ouvrages sur la narration et je l'ai jamais vu. Enfin bon, peu importe que je l'ai découvert ou pas, mais comme je l'avais jamais lu ailleurs, je peux te dire que quand j'ai découvert ça, j'ai testé l'année dernière à l'occasion d'une masterclass, je me suis rendu compte que le premier acte de tous les récits en fait, enfin tous les récits qui se respectent, on va dire, et parce qu'en plus j'ai fait le test sur Maison de poupée, la pièce de théâtre d'Ibsen, sur Miracle en Alabama, que ce soit la pièce de William Gibson ou le film réalisé par Arthur Penn, sur Chuju, une femme chinoise, sur Mustang, sur Jean de Florette, sur plein d'œuvres, Quartier lointain, des BD, des pièces, des films, des séries, sur Breaking Bad. Donc je fais cette découverte sur le premier acte d'un panel d'œuvres très différentes les unes des autres, et je me rends compte que le premier acte donc de ces œuvres met en scène, montre, donne à voir et à entendre les éléments du pitch. Il y a tout le pitch dans le premier acte. Exactement. D'accord. En gros, un pitch, c'est quoi ? Ce que moi j'appelle le pitch, parce qu'après, chacun... le logline, ce que les Américains appellent le logline. Il n'y a pas la résolution, donc. Mais bien sûr que non. Voilà. Il n'y a pas la résolution. Dans le pitch, c'est... En gros, c'est dans telle arène, à la suite de tel incident déclencheur, tel personnage avec telle caractérisation se bat, j'aime beaucoup l'expression se bat pour atteindre tel objectif face à tels obstacles. Voilà ma définition du pitch. Très bien. Bon. Donc dans un pitch, alors je peux te faire... oui, ça s'applique à toutes les bonnes toutes histoires. Les œuvres. Un militaire plein de panache, mais complexé par une tare physique, se bat pour séduire une précieuse par bellâtre interposé. Cyrano. Ouf. Pas mal, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le pitch ? Il y a la reine. La reine, c'est quoi ? C'est le décor, le lieu et l'époque signifiant. D'accord. Bon. Donc, il y a la reine, il y a l'incident déclencheur,
il y a le protagoniste avec sa caractérisation, sa caractérisation principale, ses besoins, s'il en a, son besoin de grandir, s'il en a, etc. Enfin, bon, tout ça. Il y a l'objectif, suite à l'incident déclencheur. Il y a souvent une idée des obstacles. Et bien, tous ces éléments-là, tu les trouves dans les premiers actes. Alors, en fait, je ne dis pas que le premier acte est égal au pitch, parce qu'en fait, le pitch, c'est se bat pour. Or, quand est-ce qu'il se bat ? Il se bat dans le deuxième acte. Oui, voilà. Mais donc, en fait, si tu transformes le pitch, mais là, à ce moment-là, c'est plus tout à fait un pitch, mais si tu dis, dans telle arène, tel protagoniste va se battre pour atteindre tel objectif, tu as le premier acte. Ouais, voilà, c'est ça. Puisque à la fin du premier acte, tu as la déclaration d'objectif. Dans ton livre Construire un récit, tu illustres le travail d'écriture par une image de figure fractale. Qu'est-ce que c'est une figure fractale dans l'écriture ? En fait, ça c'est un truc que j'ai découvert en 94, enfin quand j'ai commencé à écrire le livre en 92 à peu près, je me suis rendu compte que les petites parties d'une histoire étaient construites, utilisaient les mêmes outils que la grande partie. Ah oui, par exemple la structure en 3 actes. Voilà, la structure en 3 actes, les enjeux, les conflits, les trucs, tout ça, ça fonctionne autant pour une scène de 2 minutes que pour un court-métrage de 20 minutes, que pour un film d'1h30, que pour un épisode de série, que pour un acte, un premier, deuxième, troisième acte, que pour une série tout entière, etc., etc. Une saison, enfin voilà. Ouais. Quelle que soit l'échelle, les outils sont les mêmes. Or, ce principe-là, quelle que soit l'échelle, les outils sont les mêmes, c'est exactement la définition de la théorie fractale de Benoît Mandelbrot, qui est un mathématicien d'origine polonaise, je crois, qui, dans les années 70, a avancé cette théorie, la théorie fractale, que des formes en apparence complexes, comme un nuage, comme le delta d'un fleuve, comme une partition de Bach, comme les côtes rocheuses bretonnes, comme etc., un éclair, les ramifications d'une feuille, etc., etc. Que toutes ces formes, le chou romanesco, que j'ai mis en couverture de Construire un récit avant qu'il soit réédité par les impressions nouvelles, toutes ces formes-là, en fait, se réduisent à une forme simple qui se reproduit à différentes échelles. Le chou romanesco, c'est très spectaculaire, parce qu'en fait, c'est une pyramide toute simple qui se reproduit à différentes échelles. Donc, grande pyramide, puis petite pyramide, puis encore plus petite, etc. Et ça forme une... Voilà. Et pour moi, un récit, c'est pareil. Une forme générale, premier acte, deuxième acte, troisième acte, conflit, préparation, tatati tatata. On réduit, pareil, 3 actes, on réduit encore 3 actes. Dans chaque scène, on conflit, peut retrouver, c'est ça que tu veux dire. Les mêmes principes. Les mêmes principes que dans l'aspect général de l'histoire. Les parties sont construites comme le tout. Et c'est ce qui fait l'efficacité d'une bonne histoire. Il faut qu'on retrouve, c'est ce que tu dis, il faut qu'on retrouve cette grande structure un petit peu à l'intérieur de chaque scène qui fait évoluer l'histoire. Alors oui, en même temps, c'est inévitable, je pense. Donc de toute façon, c'est presque naturel. C'est naturel. C'est naturel, mais c'est bien d'en avoir conscience parce qu'en effet, ça peut faciliter l'écriture. Oui, c'est bien de le conscientiser, je pense. Dans Construire un récit, tu proposes une méthodologie pour développer un scénario. Est-ce que tu peux nous l'exposer, nous en parler ? Oui, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. L'étincelle, en fait, c'est par étapes, quoi. C'est vraiment comme la construction d'un bâtiment. On commence par le terrassement, les semelles, les murs, les charpentes, et on finit par le papier peint et les boutons de porte. Donc là, c'est pareil. C'est l'étincelle de départ, le sens. Est-ce que mon sujet a les jambes ? Est-ce que j'ai les jambes ? Les fondations. À partir des fondations,
ce que j'appelle les jalons. Alors les jalons, ce sont le pitch, le fameux pitch dont on parle souvent, fait partie des fondations. Hein. C'est l'un des éléments des fondations. Les jalons, ce sont les grands nœuds dramatiques du récit. Il y en a... alors, bien entendu, le plus grand nœud dramatique de tout le récit, c'est le climax. Le deuxième, c'est l'incident déclencheur. Ensuite, il y a le climax médian. S'il y a un coup de théâtre au début du troisième acte qui relance l'action, c'est un nœud dramatique important, c'est un jalon. Donc il y a un deuxième climax, etc. etc. Le climax médian en fait partie, je viens peut-être de le dire déjà. S'il y a un point de non-retour, il n'y a pas toujours des points de non-retour, mais ça peut être... Et puis, des jalons très intéressants à envisager, à imaginer. Ah oui, je voulais dire aussi un truc important. Je finis ma phrase et je voulais dire un truc important, très important. À imaginer, c'est quand on a une grande ironie dramatique majeure, donc qui va s'étaler sur une bonne partie du récit. Souvent, l'installation de l'ironie dramatique et la résolution de l'ironie dramatique sont des nœuds dramatiques forts et donc constituent des jalons. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on a ces fondations, d'imaginer tous les jalons de son récit et ensuite de les placer sur un axe. Tu écris un axe de t égale 0 jusqu'à t égale 1h40, tu mets ton climax, tu mets la fin de ton deuxième acte, etc. Et tu mets, tiens, je vais mettre mon coup de théâtre, j'ai un gros coup de théâtre, je vais le mettre plutôt là. L'installation de l'ironie dramatique, j'ai envie de l'installer à tel moment, je vais la mettre plutôt là, etc., etc. Donc tu commences à structurer ton récit. Ouais. Bon. Alors ce que je voulais dire de super important, c'est que je l'ai vu dans des ateliers à une époque, on me l'a dit parfois, il y a des auteurs qui trouvent qui sont beaucoup dans ce que Red Smith appelait les giclées de sang, en fait. Ils s'ouvrent une veine et puis ils laissent le sang gicler, ils sont dans la spontanéité, on va dire. Ouais. Et ils ont des idées, clac, 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 ça part dans tous les sens, et puis ils essayent ensuite vaguement de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et pour ces gens-là, je respecte pleinement leur façon de travailler. En fait, chacun a une façon personnelle de travailler. Bon. Mais bien sûr, pour ces gens-là, une méthode aussi rigoureuse que la mienne, c'est oppressant, en fait. Ça bride l'imaginaire. Ça bride, voilà. Ils pensent, voilà. Ouais. Ils pensent que ça va brider leur imagination. Ouais. Non, ça ne bride pas votre imagination. Je suis persuadé. En fait, ce travail que je propose, sur les fondations en particulier, les jalons, etc., c'est tout sauf un travail cérébral. On peut croire que répondre à un questionnaire, quel est le protagoniste, quelle est l'arène, quel est l'incident déclencheur, quelle est la nature des obstacles, etc., c'est un travail cérébral. Mais pas du tout. C'est un travail de créativité. Moi, je peux te jurer que quand j'écris des fondations d'un récit, je jouis, je ris, je prends du plaisir. Et mon hémisphère droit est autant mis à contribution que mon hémisphère gauche. Ce n'est pas du tout un travail cérébral. Alors, je comprends qu'on puisse le penser, je comprends qu'on puisse en avoir peur, ok, très bien, mais ce n'est pas un travail cérébral, c'est un travail de créativité. Et quand j'invite dans mes ateliers d'écriture, j'invite les auteurs à créer leur fondation, je leur dis, oui, faites un travail de création et prenez du plaisir à répondre aux entrées des fondations. Donc tout ce travail-là et pour moi, peut procurer de l'émotion même, de la jouissance, de l'émotion et du plaisir. Bon. Ensuite, une fois qu'on a les jalons, eh bien, il faut remplir... En fait, l'idée, c'est un peu d'aller... On a, d'une certaine façon, d'un jalon à l'autre, tu as une séquence qui est construite comme le tout, principe fractal. Et donc, tu vas du jalon
3 au jalon 4, tu remplis en fait la séquence, ensuite tu remplis de 4 à 5, ensuite tu remplis, etc. etc. Et l'avantage de cette méthode, c'est que ça ne te demande pas de remplir un deuxième acte de 80 minutes, qui est une tâche impossible, c'est un Everest. En fait, ça te permet de découper le deuxième acte et de ne plus avoir à remplir 80 minutes de fiction, mais seulement 10, 12, 15, etc. Voilà, ensuite on fait un scène à scène. Alors scène à scène, ça c'est un truc aussi capital. Le travail du scène à scène, c'est un travail où chaque scène, donc peut y en avoir en gros, dans un film de long métrage, il y en a 40 dans un scène à scène. Après, il y en aura plus, parce que quand on va développer, une scène va donner une scène du scène à scène va donner plusieurs scènes du traitement. Plusieurs séquences, c'est ça? Oui, alors Le séquencier. Séquencier, c'est ce que j'appelle le scène à scène. Ouais. D'accord. Alors, le problème du mot séquence, c'est que moi, je lui donne le sens du mot anglo-saxon. Alors, sauf que j'ai découvert dans un numéro archi célèbre de la revue Communication sur la structure que Christian Metz, monsieur Christian Metz, appelait déjà, donc on est dans les années 60, séquence, ce que les anglo-saxons et moi-même appelons séquence, c'est-à-dire groupe de scènes liées par la même sous-action. Ouais. Voilà. Ouais. Et dans le cinéma français, pour des raisons que j'ignore, on appelle séquence, qui n'est rien d'autre qu'une scène en fait, bon. Ou une scène logistique, plutôt que par opposition à une scène dramatique. Enfin bon, donc moi, il y a 2 minutes, je parlais de séquence entre chaque jalon, je ne parlais pas de scène, je parlais de groupe de scènes, d'ensemble de scènes. D'accord. Okay. Ouais. Donc, dans mon scène à scène, ou qu'on appelle aussi séquencier, si tu veux, il y a donc une quarantaine de scènes que certains cinéastes français appelleront des séquences, mais bon, quarantaine de scènes, parce que en fait, ce principe-là, il fonctionne avec le théâtre, avec la BD, avec le roman. Donc, et là, on ne parle pas de séquences dans le théâtre. Quarantaine de scènes, et le travail du scène à scène, il est capital parce que c'est un travail de structure. Ce qui compte dans le travail, dans le scène à scène, c'est l'enchaînement des scènes et non pas le contenu précis, détaillé de chaque scène. Et donc, dans un bon scène à scène utile en fait, il faut que chaque scène soit réduite au minimum. Une phrase, une ligne, 2 lignes, pas plus. Madame Dupont est gourmande. D'accord, ça peut être... C'est tout, une scène. D'accord, une scène. Scène de caractérisation dans le premier acte, a priori, parce que nous apprendre qu'elle est gourmande à la fin du film, c'est un petit peu tard. Ouais. Au début, Madame Dupont est gourmande. Comment on apprend qu'elle est gourmande? Comment on montre? Oui, donc, ça sera... C'est dans le travail du traitement. D'accord. Et travail après. Ouais. Je donne plein d'exemples dans Construire un récit. Il y a un exemple qui est... comment il s'appelle? Joe, Tony Curtis, séduit Sugar, Marilyn Monroe, Dans certains Lem Show. sur son yacht. Point. Comment il l'a séduit? Oui, ça... On verra plus tard. C'est le détail. Ouais. Mais à tel endroit de ma liste de scènes, à tel endroit, il y a le moment où Joe séduit Sugar. Ouais. Qui permet de faire avancer. Voilà, exactement. l'histoire. Ça, oui, c'est pas à cet endroit-là, c'est là. Ouais. Et ça permet, alors en fait c'est très simple, hein, les Américains ils font ça avec des cartons, avec des cartes de visite ou des post-it, etc. Ah oui, qui mettent sur des writing boards, c'est ça? Exactement, Ouais. et ben c'est le même principe. Ouais. C'est exactement la même chose. Tu prends des petites cartes de visite, et alors sur une carte de visite, tu peux pas expliquer. Eh oui. Alors il lui fait croire que sur le yacht d'Osgood, le yacht d'Osgood lui appartient, il lui fait croire que il a un problème d'impuissance, qu'il a essayé les danseuses de Bali, Freud, gna gna gna, etc. Ça c'est, tu peux pas mettre ça sur une carte. Ouais. Tu mets Joe séduit Sugar, point. Voilà. Et tu mets ta carte. Alors, soit tu la poses sur ton grand tableau, soit tu la mets dans ton ta petite boîte de cartes, et puis tu regardes une carte,
etc. Ouais, pour voir Ça, c'est de comment scène à avancer. scène. C'est de scène à scène. Et William Goldman, dont tu me parlais tout à l'heure, je ne sais plus dans quel livre, peut-être dans Adventures in the Screen Trade, il dit quand je travaille la structure, je vais encore plus loin que réduire chaque scène à une phrase, résumer chaque scène à finalement un pitch local, tu vois, le pitch de la scène. Ouais. Il dit je mets juste un mot. Ah ouais. Pas mal, hein? Faut Un mot. Faut se souvenir des intentions. Oui, c'est pour ça qu'un scène à scène est illisible pour quelqu'un qui ne connaît pas le projet. Et oui. Et il ne faut surtout pas donner un scène à scène à lire à un décideur ou à même un script docteur qui ne connaît pas le projet. C'est le document impossible à lire par les autres. Mais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il mettrait dans... Mais c'est ça. pour certains même chose, est-ce qu'il mettrait séduction? Ouais. Voilà, le mot séduction, et puis voilà, séduction, je vois très bien ce que c'est, et je continue, il met un mot. Bon, c'est un petit peu radical, mais tu vois, c'est ça l'idée générale du scène à scène, ou séquencier, ou suite de scène, c'est, et ça permet, en fait, cet outil-là, un outil hyper important, parce qu'il permet de travailler la structure, c'est-à-dire la façon dont les scènes s'enchaînent. C'est ça. Et quand, moi ça m'arrive quand je fais du script doctoring, quand un scénario ou un récit pose des problèmes de structure, je reviens aux scènes à scène. Corriger la structure sur une continuité dialoguée de 100 pages, c'est voué à l'échec. Il faut revenir aux scènes à scène, retravailler la structure sur le scène à scène, et repartir sur la continuité dialoguée. Là, on en est justement, voilà, on a déterminé la structure. On a la structure, on a éventuellement le séquencier. On en vient à la partie, la continuité dialoguée. Il y a certains professionnels qui estiment que des fois, les dialogues sont plus importants que la structure. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est vrai. T'as des noms? Je sais que tu as T'as des noms? Non, Ah non, on balance pas ici. On balance on pas. balance pas. Oui. Ah non. Alors, William Goldman et David Chase. David Chase, pour ceux qui nous écoutent, c'est le créateur, l'artiste qui a créé Les Sopranos. Ouais. Qui sont William Goldman. Donc William Goldman, c'est Butch Cassidy et le Kid, Marathon Man, etc., Magic et tout, Les Hommes du Président. David Chase, c'est donc Les Sopranos. Ce sont des professionnels. Et eux disent que la structure est ce qu'il y a de plus important. Et Aristote aussi dit la même chose. J'aimerais que en aparté, tu me donneras les noms. Parce que franchement, qu'on fasse des gorges chaudes du dernier dialogue à la mode, même un dialogue comme Personne n'est parfait. C'est un immense dialogue. Oui, la fin de Certaines Show. Ouais. C'est l'un des plus grands dialogues de l'histoire du cinéma, de l'histoire de l'humanité. Plus marquant, ouais. Bon. Ben oui, mais moi si je te dis là, dans notre discussion, Personne n'est parfait, je pense pas que on va faire une déclaration à l'AFP, tu vois. Ça m'étonnerait que ça marque grand monde. Ouais. Pourquoi Personne n'est parfait? C'est ce que j'appelle un dialogue paiement. Ouais. Pourquoi c'est extraordinaire, Personne n'est parfait? Parce qu'on est dans une situation, parce qu'il y a une structure autour. Le Personne n'est parfait, qui est le plus grand dialogue probablement du répertoire, n'a de force que parce qu'il y a un contexte, parce qu'on est en train de résoudre une ironie dramatique, parce que quand on résout une ironie dramatique, le spectateur est impatient de connaître la réaction de la victime, et parce qu'on ne s'attend pas à une réaction pareille. Bref, Personne n'est parfait, c'est pas le dialogue en lui-même qui est puissant, c'est le dialogue plus tout ce qui l'amène, toute la préparation qu'il y a avant, et quasiment tout le film d'ailleurs, je parle même pas de la scène elle-même. Bon, bref, si en face de Personne n'est parfait, tu continues à affirmer que le dialogue est plus important que la structure, j'ai des bonnes adresses. Alors maintenant, je voudrais juste aborder ton travail de script doctor. Quand tu interviens en tant que script doctor, comment tu t'y prends pour analyser un scénario et aider l'auteur
à améliorer son histoire. Est-ce que tu as une méthode à nous suggérer? Et par exemple, est-ce que tu peux nous dire quels sont les 3 points faibles les plus récurrents dans un scénario? En fait, je pense qu'il est tout bon script doctor, c'est ma vision des choses, hein. Tout bon script doctor doit impérativement distinguer en lui. C'est pas évident, hein. C'est pas facile à faire, et je ne prétends pas que j'y arrive parfaitement, loin de là. J'ai vu au fil des années, parce que j'ai commencé le script doctoring il y a 30 ans, et j'ai vu que je faisais des progrès, donc je pense que j'ai encore des progrès à faire, mais j'ai envie de grandir jusqu'au bout, moi. Donc, mais, d'ailleurs, et encore, excuse-moi, c'est une parenthèse, mais je vais répondre à ta question. Quand je t'écoute discuter avec Krivine, j'apprends des trucs. J'apprends tous les jours. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai dit à Frédéric, je lui ai dit, tu devrais écrire un bouquin, j'ai envie de te lire. Et il m'a dit, oui, peut-être dans 10 ans, on verra bien. Bon. Donc, à 70 ans, je continuerai à apprendre. Bon, bref, je reviens au script doctoring. Impératif de distinguer entre ce qui relève du ressenti subjectif, qui appartient au script doctor, et du ressenti objectif. Ouais. Ah, ça, c'est une notion absolument essentielle. Quand tu reçois une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, scénario, film, roman, peinture, musique, peu importe, tu la reçois avec... Alors, il y a des gens dont même c'est le métier qui la reçoivent avec le crâne, avec le cerveau. Ça, c'est dommage pour eux. Mais normalement, tu la reçois avec ton cœur, avec tes tripes, et un peu avec ton cerveau, mais surtout avec ton cœur et tes tripes. Donc, avec ton ressenti. Eh bien, ton ressenti, il est fait d'une partie objective et d'une partie subjective. La partie subjective, elle dépend de tes goûts, tes couleurs, tes valeurs, tes névroses, bref, en gros, de ton éducation. La partie objective, elle dépend pas un répertoire, un bagage commun à l'ensemble de l'humanité, universel et intemporel, et donc c'est plutôt inné, et pas acquis, c'est plutôt même presque biologique, et qui est vraiment commun à toute l'humanité, quel que soit le lieu ou l'époque. Et qui fait que on n'aime pas la merde, par exemple, alors qu'on préfère le gâteau aux fraises, tu vois, qui fait que un bruit strident à 130 décibels, personne n'aime, alors que un concerto de Mozart, oui, ça passe, enfin, etc., etc., ouais. Tu vois, bon. Et ça marche en dramaturgie. S'il n'y a pas de conflit, quels que soient tes goûts, tes couleurs, tes névroses, tes valeurs, ta subjectivité, s'il n'y a pas de conflit, en général, tu te fais chier. Voilà. C'est un ressenti objectif. Et un script doctor, il doit mettre de côté ses goûts, ouais. Et analyser le scénario qu'on lui donne avec son ressenti objectif, c'est-à-dire avec les outils objectifs, parce qu'il y a des outils objectifs de la narration, autant pour les scénaristes que pour les script doctors. Et alors, pour revenir au point faible que tu peux identifier dans un scénario, là tu me parles par exemple d'absence de conflit, ça c'est un point faible, oui, que tu peux tout de suite déterminer à la lecture d'un scénario. Oui. Est-ce que tu peux nous en donner d'autres quand tu es dans la peau d'un script doctor et que tu dois analyser un scénario? Quels sont les problèmes les plus évidents qui ressortent? Le manque de conflit, c'est clair. Ouais. Le manque de structure. Gros problème. C'est-à-dire quand les scènes ne se répondent pas bien? Exactement. Il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de rapport de causalité, il n'y a pas de préparation d'annonce, en gros. Quand un protagoniste déclare son objectif, quand Hamlet dit « je vais venger mon père », quand Indiana Jones dit « je vais chercher l'Arche d'Alliance », quand Nora dit « je vais tout faire pour empêcher Krogstad de révéler mon secret », enfin bon, etc. Ouais. etc. Ce sont des déclarations d'objectifs. C'est un travail de structure parce que c'est une annonce. Tu annonces, tu prépares
ce que va être la suite, et ça permet de relier chaque petit moment de la suite à cette grande annonce. Et il y a des scénarios où il n'y a pas d'annonce. Donc on ne sait pas où on va. C'est l'un des multiples problèmes de structure. L'un des trucs les plus graves que je vois dans les scénarios, y compris pas seulement dans ceux qu'on me demande de doctorer, mais dans les films qui sortent, dans les séries qui sortent, c'est les problèmes d'enjeu. Ah, ça c'est terrible. Terrible, terrible. Et en fait, je me rends compte que au tout début, quand j'ai écrit la dramaturgie, j'insistais pas assez sur l'enjeu. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un truc absolument essentiel. S'il n'y a pas d'enjeu, c'est froid, c'est mécanique, il n'y a pas d'identification, on s'en fout, on décroche. Il faut un enjeu. Alors bien entendu, l'un des moyens de créer de l'intérêt, c'est le conflit, la structure. Tout ça, c'est lié. S'il y a du conflit, souvent, il y a de l'enjeu, mais et encore, pas toujours. Il peut y avoir du conflit et de la structure sans enjeu, et là, c'est catastrophique. Alors, ce que tu appelles enjeu, est-ce que c'est par exemple l'enjeu personnel du personnage, ou alors l'enjeu que le personnage a vis-à-vis de la grande histoire? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il faut les deux, sûrement. Oui, c'est un peu les deux. C'est la définition, parce que le problème du mot enjeu, c'est qu'aujourd'hui, si tu écoutes un journaliste ou un homme politique, il confond enjeu et objectif. Ouais. L'enjeu, c'est de sauver la planète. Non, l'objectif, c'est de sauver la planète, pas l'enjeu. L'enjeu, c'est notre survie. C'est pas la même chose. Bon, donc, enjeu, c'est quand tu fais un pari. Je te parie que... blablabla. Tu paries de l'argent, tu paries un dîner au resto, c'est l'enjeu. C'est ce qui a été mis en jeu. Donc l'enjeu, c'est en fait très exactement dans une histoire, c'est ce que le protagoniste a à perdre ou à gagner selon qu'il atteint ou pas son objectif. Voilà. Alors il y a deux types d'enjeux. Il y a un enjeu dramatique et il y a un enjeu, souvent, pas toujours, mais parfois, trajectoriel. C'est-à-dire que parfois il peut ne pas atteindre son objectif et donc perdre l'enjeu dramatique. C'est le cas de Rocky. Oui, ça peut être Rocky, ça peut être... c'est le cas de Rick dans Casablanca, c'est le cas de Charlie dans Tom Cruise dans Rain Man, c'est le cas de plein de personnages qui n'atteignent pas leur objectif dramatique, donc ils perdent l'enjeu dramatique, mais ils ont gagné. Ils se transforment, donc ils gagnent l'enjeu trajectoriel. Et ça, la question de l'enjeu est capitale. Alors on peut rappeler que tu as réalisé un long métrage au début des années 2000 qui s'appelle Oui mais, avec Gérard Jugnot et Émilie Duquesne. Qu'est-ce que tu as appris de ce film, au sortir de ce film, voilà, quelle leçon, on va dire, la plus importante tu as appris? Bon, d'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, à l'écrire, à le tourner, à le monter, voilà, c'est un film dont je suis très content. Je sais qu'il n'a pas emballé tout le monde, il a plu à certains, il n'a pas plu à d'autres. Comme beaucoup de films. Oui, comme beaucoup de films. L'essentiel, c'est que... Alors, ce que j'ai appris, entre autres choses, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Bien entendu. Ce sont deux activités différentes, en fait. Écrire la dramaturgie, construire un récit, évaluer un scénario, ou la poétique, dans le cas d'Aristote, c'est une activité. Mettre ça en œuvre et écrire une histoire, c'est une autre activité. Et dans ce domaine-là, toutes les combinaisons sont possibles. Il y a des gens qui réussissent dans l'une et pas dans l'autre, et vice-versa. Il y en a qui ratent dans les deux, et il y en a qui réussissent dans les deux. Alors, ça j'insiste d'ailleurs, même si c'est une minorité, dans tous les arts, il y a des théoriciens qui ont été aussi de grands artistes. Mies van der Rohe, Rimsky-Korsakov, Vassili Kandinsky, pour citer architecture, musique et peinture. Dans tous les arts, on peut être bon dans les deux. Bon. Et puis on peut être mauvais dans les deux. Enfin bref, toutes les combinaisons sont possibles. Aristote n'a jamais écrit une seule pièce de théâtre. Bon, je m'en fiche. J'apprends à le lire. Bon, donc voilà. Alors, je parle de ça parce que, bien évidemment, honnêtement, j'ai regretté quand Oui mais est sorti,
de l'avoir signé Yves Lavandier. Ah. Ouais, parce que j'ai été beaucoup trop attendu au tournant. Et parfois en bien d'ailleurs, hein. Même majoritairement en bien. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, qui adorent la dramaturgie et qui espéraient que Ouimet fût excellent. Mais sauf que j'affirme que tous ceux qui m'ont attendu au tournant n'ont pas regardé le film correctement. Un film n'est pas fait pour être vu avec des a priori, avec des biais, que vous soyez, que ces a priori, ces attentes soient positives ou négatives, parce qu'il y a aussi des gens qui étaient dans leur bunker, un fusil à la main, hein, qui m'attendaient au tournant. Bon. Mais même ceux qui m'attendaient au tournant de façon bienveillante, ils se sont gâchés l'expérience, ils se sont gâchés le spectacle. Un film est fait. Nous n'écrivons pas, nous ne réalisons pas, nous n'interprétons pas des films pour qu'ils soient vus avec des a priori, avec la tête. Une œuvre d'art est faite pour être reçue avec authenticité, exactement comme l'enfant dans Les habits neufs de l'empereur. Voilà. Qui est le seul personnage, avec les deux escrocs, le seul personnage authentique du conte d'Andersen, et il n'y a que lui qui a raison. Donc je vais même aller très loin, je suis au regret de dire à ceux qui m'ont attendu au tournant, même positivement, et même qui ont aimé Ouimet, que leur avis, pour moi, ça va être un peu violent, mais pour moi, il ne vaut rien. Ceux qui n'ont pas aimé Ouimet, mais qui étaient authentiques, leur avis vaut quelque chose. Je les écoute, ça m'intéresse. Ceux qui ont aimé Ouimet et qui étaient authentiques, pareil. Mais ceux qui m'attendaient au tournant, je suis désolé, pour moi, cet avis ne vaut rien. Parce qu'il n'était pas authentique. Alors j'ai deux dernières questions à te poser. Quels sont tes projets d'écriture ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce qu'il y a un nouveau livre qui pourrait sortir ? Quels sont tes projets ? Nouveau livre, j'ai toujours en tête de faire ce 4e livre qui s'appelle Récit dramatique exemplaire et qui consiste à, pour ceux qui ont une très vieille version de la dramaturgie, il y avait dans le chapitre 15 de l'époque une analyse très méthodique, pointue de deux grandes œuvres, L'École des femmes et La mort aux trousses. Et je les ai enlevés de la dramaturgie, ce n'est plus dans la dramaturgie aujourd'hui, et c'est nulle part d'ailleurs, et j'ai envie de faire un livre qui s'appellerait, titre provisoire, Récit dramatique exemplaire, et qui analyserait une vingtaine d'œuvres, dont L'École des femmes et La mort aux trousses, mais aussi Cyrano, bien sûr, Hamlet, Les bijoux de la Castafiore, Un jour sans fin probablement, Amadeus, enfin je sais plus, voilà. Sur mes lèvres, des films comme ça. Mais j'ai un problème de temps. Et sinon, je continue à écrire mes histoires. Ouais. Alors, je sais pas si c'est le bon moment. Je suis pas superstitieux, mais bon, est-ce que c'est le bon moment pour en parler ? Bon, il y a de très grandes chances que une histoire que j'ai écrite pour le cinéma. Ouais. Et que j'ai un peu de mal à faire pour le cinéma, sortent en bande dessinée. D'accord. Voilà. Okay. Dans 1 an et demi. D'accord. Voilà. Et alors, toute dernière question pour Yves Lavandier. Si tu avais un conseil à donner à un scénariste confirmé, qu'est-ce que tu lui dirais ? Voilà, un conseil de Yves Lavandier. Conseil primordial. C'est difficile un seul, hein, j'ai droit qu'à un seul. Un seul conseil. Et à un scénariste confirmé. Engage un script doctor. Et ben voilà. Merci beaucoup Yves pour cet entretien passionnant. Et voilà, continuez à lire des scénarios, à écrire, et bien sûr à fréquenter les salles obscures. Et rendez-vous dans un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao.
Voilà, j'espère que ce deuxième numéro hors série de Secrets de scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde et à vous abonner, vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des vidéos thématiques sur le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secrets de scénariste, c'est terminé, à très bientôt.